Peut-être que la situation économique La dépréciation de la monnaie la nationale. dépréciation monétaire, la situation économique étant macabre, il pense que dédollariser résoudrait l'affaire. Ouais. Il pense que la dépréciation monétaire serait la cause de la dollarisation qu'on qualifierait à outrance aujourd'hui. Non, le problème est ailleurs. Tellement du folklore avec l'IDPS au pouvoir, à tel point que les finances publiques ne peuvent que être assainies par le départ de ces régimes au pouvoir. Non, mais nous parlons de cette mesure concrètement. Non, nous parlons de la globalité d'action et la mesure, je vous ai dit clairement que cette mesure est une distraction. Ce qui m'exaspère un peu dans ce pays, c'est que nos dirigeants aujourd'hui ne savent pas faire preuve d'intelligence et de cohérence dans ce qu'ils font. Les gouvernants d'aujourd'hui se sont plus versés dans le système d'essai-erreur. Donc, ils prennent une décision, on essaie, et lorsque ça ne marche pas, qu'il y a erreur... Donc, ils nous prennent pour des cobayes. Exactement. Le Congolais aujourd'hui est pris pour un cobaye. Que cette question est tellement technique. Et vous savez, tout le monde est génie. Mais lorsque... Mais lorsque vous demandez un poisson à grimper sur l'arbre, tout de suite, il va se dire... il est stupide. Il est stupide. C'est ça que j'assiste, excusez-moi, dans ce débat. L'attente de la sortie de l'équipe Soumine aura été longue, vous le savez, mais hélas, cette attente se poursuit. Cette fois-ci, il s'agit de l'investiture de cette équipe. Pourquoi autant de tractations, autant de conciliabules à l'Assemblée nationale? Une autre question qui dérange, il s'agit de la représentativité de l'équipe qu'a présentée Madame Souminois, chef du gouvernement. Au marquoir, c'est le nombre 505 qui apparaît. Messieurs et dames, je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Je suis bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de monsieur Olivier Sambaï. Il est de la société civile. À ses côtés, très honoreux également de la présence de monsieur Gédéon Koulela. C'est un analyste politique éclectique. En face d'eux, nous sommes honorés de la présence de madame Dena Lunkunku, vice-présidente à la Ligue de jeunes au parti En Vol. Et enfin, monsieur Sumilar Kanda, c'est un kabiliste poutiniste et président national des FOSIP. FOSIP, c'est Forces citoyennes populaires, officiellement affiliées au PPRD depuis cette année 2024, je pense. Mais d'abord, cette nouvelle donne, monsieur Olivier Sambaï, direction les secteurs économico-financiers, comme vous le savez, la Banque centrale a, on peut dire, ordonné aux institutions financières œuvrant en République démocratique du Congo de reconfigurer désormais leurs terminaux de paiement électrique en monnaie nationale. Une façon pour elle, la Banque centrale du Congo, de booster la monnaie nationale et de la valoriser. Pensez-vous que c'est une mesure salutaire? Bon, je ne sais pas si... on a un sérieux problème de rationalité. Vous savez, il faut il faut que la politique s'ouvre à la rationalité. Il faut qu'il y ait vraiment une alliance entre la raison, c'est-à-dire la science, et la politique. Et ça permettrait à ce que l'on fasse des bons diagnostics, analyse approfondie de la situation, pour que l'on soit en mesure de prendre des mesures idoines pouvant permettre à ce que l'on puisse décanter les situations qui se présentent. La cause serait quoi? Bon. Ils ont réfléchi en tant que décideurs, en tant Banque centrale du Congo, gestionnaire, en tant que l'institution qui joue le rôle des régulateurs, voilà. Tout à fait. Mais les dessous des cartes, c'est quoi? La cause serait
peut-être que la situation économique... La dépréciation de la monnaie nationale. La dépréciation monétaire, la situation économique étant macabre, ils pensent que dédollariser résoudrait l'affaire. Ils pensent que la dépréciation monétaire serait la cause de la dollarisation qu'on qualifierait à outrance aujourd'hui. Non, le problème est ailleurs. Pour que l'on puisse accorder beaucoup plus de la valeur à notre monnaie, il faut premièrement qu'on puisse poser des bases solides sur la gestion économique. Qui dit économie? Économie implique la production. Économie implique la bonne gestion des ressources que vous avez. Et nous, les ressources que nous avons, non seulement les ressources naturelles, mais nous avons aussi des services et au sein de l'administration publique qui puissent permettre à ce que les recettes soient bien mobilisées. Alors, outre la production, outre la mobilisation il y a la mobilisation des recettes qui, les deux, peuvent constituer des bases solides avec lesquelles on peut bien avancer pour qu'on puisse bien juguler l'économie. Alors, lorsque on impose les banques, non seulement des TPE, terminaux de paiement électronique, mais il s'agit aussi des ATM. Les DAB. Les DAB. Non, mais je crois avec les DAB, c'est pas encore. Là, il faudra attendre. Le 31 juillet, non seulement TPE, mais on ira aussi vers les distributeurs économiques parce que les TPE, tout le monde n'a pas seulement sa carte pour faire des achats. Ouais, dans de grandes surfaces. La décision, on se tirait beaucoup plus sur les DAB pour ne les retirer qu'en francs congolais. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce que vraiment le fait que l'on puisse penser à la dédollarisation de cette manière-là, va résoudre l'affaire. Dans la mesure de passivité. Faisons seulement une approche comparative. 2008, Mouzitou accède à la gestion de la chose publique comme un Premier ministre. Nous sommes en septembre. Il trouve la situation qui était vraiment chaotique en pleine crise mondiale. Nous avons connu les taux d'inflation le plus rapide dans ces pays. Nous passons de 52 à 106. Quand Mouzitou accède comme Premier ministre, il a trouvé les taux, il l'a jugulé. Nous sommes en octobre, les taux étaient stabilisés. Bref, M. Sambaï, la mesure n'est pas sanitaire. Les taux étaient... Oui. Non, se rappelle vos président. Les taux étaient jugulés jusqu'à atteindre la phase de stabilité à 92. 2008, 2009, 2010, jusqu'en 2016, nous avions connu la stabilité du cadre macroéconomique, surtout avec les taux. Mais est-ce que on avait pris la décision d'aller vers la... Mais à cette époque, il y avait autant de DAB, il y avait autant de TPE, point d'interrogation aussi. Non, ce n'est pas ça la question. La question serait que l'on puisse accorder beaucoup plus l'importance à la monnaie nationale. Alors que si on a production, on a une bonne mobilisation des recettes, ça pourrait permettre... En tout cas, ce n'est pas la solution. Mais ce n'est pas ça. Similar Kanda, une question à caractère économico-financier, c'est vrai, trop technique, mais je crois que la monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo s'appelle les francs congolais. Quoi de plus normal, chercher des voies et moyens pour valoriser cette monnaie et enfin que ces monnaies servent de plus en plus des transactions en République démocratique du Congo. D'où cette mesure. Donc une diversion politique. Diversion politique. Diversion politique de la part du régime. Même ça aussi c'est politique. C'est politique parce qu'en soi, ça ne pourra pas apporter ce dont le peuple en a besoin. Ce dont le peuple en a besoin pour le moment, c'est l'apaisement politique d'abord. Le peuple a besoin de l'apaisement politique parce que il y a en fait une manière de gouverner qui en fait déstabilise la cohésion et la paix des esprits. Et vous-même, vous savez que l'économie nationale, ce n'est pas en fait le fait qu'on a le ministère de l'économie nationale. Rien à voir. C'est pour ça, n'a rien à voir. L'économie nationale, c'est en fait une diversité de l'action du gouvernement. Alors, lorsque vous analysez très bien, vous allez vous rendre compte que c'est pourquoi l'IDPS au pouvoir a du mal même à placer un ministre de l'économie de l'IDPS. Et souvent, il place des gens qui vont camoufler en fait leur mauvaise gouvernance, leur mauvaise gestion de la question économique. Les problèmes monétaires actuels, c'est juste en fait une mauvaise gestion des dépenses et des entrées de l'État. Il n'y a pas équilibre. Vous-même, vous savez que si aujourd'hui la dépréciation du franc congolais est due plus à la mauvaise
gestion par le ministère des Finances. Vous-même, vous savez, Nicolas Kazadi a été reproché clairement qu'il a brillé par la mauvaise gestion de l'argent. Il a décaissé plus facilement des sommes qui allaient peut-être pas pour soutenir l'économie, mais il a décaissé plus facilement des sommes qui ont servi plus à la jouissance et aux intérêts des individus, non aux intérêts socio-économiques de la population. C'est la question majeure que nous devons nous poser. Qu'est fait ces régimes au pouvoir dans le sens de pouvoir équilibrer en fait l'économie? Et l'économie n'est pas équilibrée tout simplement parce que on a créé beaucoup de services budgétivores, on a créé et on a doublé, triplé même la composition des membres du gouvernement. On a maintenant des institutions budgétivores à tel point que l'État congolais dépense beaucoup et plus qu'avant. Or, avant, on parlait de la réduction du train de vie de l'État. C'était un processus à laquelle on s'était engagé sous Joseph Kabila. Et maintenant, on est dans un processus où l'État congolais, en fait, est en train d'augmenter en fait les dépenses en créant des services qui ne représentent pratiquement rien, qui ne fournissent aucun dividende social pour le peuple congolais, mais qui par contre accentuent en fait la misère du peuple en augmentant en fait les dépenses liées à l'État. Et tout cela vraiment, il y a tellement de folklore avec l'IDPS au pouvoir, à tel point que les finances publiques ne peuvent que être assainies par le départ de ces régimes au pouvoir. Non, mais nous parlons de cette mesure concrètement. Non, nous parlons de la globalité d'action et la mesure, je vous ai dit clairement que cette mesure est une distraction. Parce qu'une distraction, pourquoi tout simplement? Parce que tout simplement, elle n'apportera rien pour atteindre écoutez, mon frère, la dédollarisation de notre économie, elle est quasiment impossible. Ah bon? Pour arriver à la dédollarisation, il faut d'abord que l'État congolais, son fonctionnement soit en francs congolais. Le fonctionnement de l'État congolais, la plupart des taxes perçues ne sont pas en francs congolais. Donc, si on veut dédollariser la société, il faudrait commencer d'abord à dédollariser le fonctionnement de l'État. D'abord, la première action serait de demander à l'État congolais de ne plus de percevoir des taxes en dollars américains. Il doit fixer des taxes, en fait, de façon aléatoire. Par exemple, on dit tu paieras, ou pas de façon aléatoire, il doit fixer des taxes. Il doit fixer des taxes en francs congolais. Merci. Si les gens doivent payer 100 000 francs, ça doit être 100 000 francs, mais ce n'est pas 100 000 francs référables en dollars américains. Merci. Donc, c'est en fait le fonctionnement, ce n'est pas cela, c'est en fait la mauvaise gestion, la gabegie financière Madame Lukunku, qui déstabilise notre économie. Madame Lukunku, visiblement, parce qu'on ne commence pas Iketnunka, je crois au mois de juillet, fin juillet, si je ne me trompe, visiblement, les transactions dans des grandes surfaces, stations-service, se feront désormais en francs congolais, une façon pour nous de valoriser notre monnaie, parce que c'est la seule monnaie ayant cours légal officiellement en République démocratique du Congo. Vous savez, ce qui m'exaspère un peu dans ce pays, c'est que nos dirigeants aujourd'hui ne savent pas faire preuve d'intelligence et de cohérence dans ce qu'ils font. Les gouvernants d'aujourd'hui se sont plus versés dans le système d'essai-erreur. Donc, ils prennent une décision, on essaie, et lorsque ça ne marche pas, qu'il y a erreur... Donc, ils nous prennent pour des cobayes. Exactement. Le Congolais aujourd'hui est pris pour un cobaye. Parce que là, le problème de gestion de ce pays est caractérisé par la mauvaise gestion des finances publiques. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer, et tous autant que nous sommes, que notre économie est extravertie. Et comme je l'ai toujours dit, le Congo aujourd'hui est détruit par des docteurs, par des personnes intelligentes. Parce que ils ont cette intelligence-là de pouvoir faire avancer les choses, mais il y a cette mauvaise foi-là. Et l'égoïsme qui prime et par-dessus tout qui font assez qu'ils ne puissent pas faire ce qui leur est assigné. Nous avons une économie qui est extravertie. Déjà par rapport au fait de dédollariser l'économie de la RDC avec le taux d'inflation qui aujourd'hui ne fait qu'augmenter, parce que là, vous êtes sans ignorer que le taux aujourd'hui se négocie à 2850 francs congolais. Insoutenable.
Et la vie du Congolais aujourd'hui, comme vous venez de le dire, est insoutenable. Il y a des paiements qui se font la plupart du temps en dollars. Et c'est ce qu'on est en train de combattre. Le budget qui est voté chaque année, s'il vous plaît, laissez-moi progresser. Le budget qui est voté chaque année, c'est en dollars. Nous avions parlé de 16 milliards l'année passée, c'est 16 millions de dollars. L'équivalent. S'il vous plaît. Mais le budget est voté en francs congolais. Et nous voyons que le Congolais, tous les jours, utilise des dollars. Parce que même pour payer aujourd'hui le loyer, on le fait en dollars. Et aujourd'hui, s'il faudrait dédollariser, il faudrait voir tous les paramètres. C'est ce que le gouvernement congolais aujourd'hui ne fait pas. Alors que le pouvoir d'achat de la population congolaise, ou de la même manière que notre économie est extravertie, il faudrait trouver une solution palliative pour pouvoir contrer ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait d'abord voir comment produire. Faire assez que notre économie quitte de ce moyen-là d'être extravertie, que cette économie devienne introvertie. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait produire, parce que là nous parlons de cette loi-là de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, nous mettons notre confiance aux expatriés, aux Libanais, aux Indo-Pakistanais et tout ça. Ce sont ces personnes qui viennent avec leur commerce et c'est eux qu'on peut dire qui sont les seigneurs de l'économie congolaise aujourd'hui. Alors que nous ne produisons rien. Nous avons des richesses que nous pouvons exploiter. Nous avons nos eaux, nous avons notre terre, nous avons des forêts. Et c'est ça le problème. Il faudrait voir comment faire assez que nous puissions exploiter, comment faire pour produire, comment faire pour exporter nos produits. Et c'est seulement cet échange-là, lorsque l'argent va commencer à circuler, l'économie va se réguler en elle-même. Alors, nous nous posons la question, ces professeurs d'économie qui sont à la présidence, ces professeurs d'économie qui sont conseillers ou, je ne sais pas moi... Ces experts en finance. Mais qu'est-ce qu'ils font? Au fait, ils sont là juste pour leurs propres intérêts, mais ils ne voient pas l'intérêt de la population. Posons-nous la question. Ces décisions qui se prennent, soit par rapport à la dédollarisation qu'on est en train de nous parler ici aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des préalables? Est-ce qu'il y a eu des études approfondies qui ont été faites par rapport à ça? Moi, je dis non. Mais ce n'est pas une décision prise au hasard. Une décision de telle ampleur. Oui, mais qu'on nous dise. On ne se réveille pas un matin, on l'apprend. Aujourd'hui, vous allez vous réveiller. Mais c'est ça, il se lève le matin pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus utiliser le dollar, mais vous allez utiliser le franc congolais. Surtout dans vos paiements courants. Ce qu'on ne dit pas à la population, c'est que quelles études ils ont fait, comment ils feront pour rassurer à la population qu'aujourd'hui, parce que je vous informe que dans les DAB où on va aller récupérer de l'argent, la plupart du temps même le franc congolais n'est pas disponible. Lorsque un Congolais veut retirer 1000 dollars, ont-ils pensé à ça? Ils n'ont pas pensé à ça justement. Lorsque le Congolais veut récupérer 1000 dollars, c'est équivalent à combien? C'est 2 800 000. C'est 2 millions. Et aujourd'hui, le Congolais qui paye sa maison à 1000 dollars, prenons exemple, qui doit aller payer son loyer. Pensez-vous que le bailleur voudra que son locataire vienne avec une brouette de 500 francs qui va commencer à compter depuis le matin jusqu'au lendemain parce qu'il doit payer le loyer? Il faudrait d'abord qu'ils cherchent à réguler l'économie, à voir comment gérer cette affaire de taux d'inflation. Et puisqu'ils ont des professeurs qui se disent intelligents, qui puissent voir comment ils peuvent réguler cette histoire. Et moi, je dis toujours qu'il faudrait qu'il y ait des études en amont avant d'avoir ces genres de décisions. Je ne pensais pas que cette thématique allait nous prendre autant de temps, mais c'est le Congo après tout. Visiblement, maître Gédéon Koulela, nos paiements courants, nos paiements courants, se feront désormais par voie bancaire. Tel est l'objectif pour valoriser les francs congolais. Je crois savoir que vous avez fait les droits économiques. Mais est-ce que ça lui plaît ou c'est plutôt une mesure suicidaire, aveuglément prise? Non seulement je fais le droit économique, mais sinon, surtout les droits pénals des affaires comme spécialité. On a au moins un expert autour de cette table. D'entrée de jeu, John, vous avez dit que cette question est tellement technique. Et vous savez, tout le monde est génie.
Mais lorsque... Mais lorsque vous demandez un poisson à grimper sur l'arbre, tout de suite, il va se dire il est stupide. Il est stupide. C'est ça que j'assiste, excusez-moi, dans ce débat. Cette mesure fait partie des principes de la politique monétaire, qui consiste effectivement à l'indépendance ou à la consolidation de l'indépendance des banques centrales à ce qui concerne la conduite politique monétaire et des systèmes financiers. Mais il faut reconnaître que cela demande à ce qu'on puisse renforcer la capacité de la Banque centrale à superviser ces systèmes bancaires et surtout les circuits des devises dans des banques commerciales. Et pour le faire, il faut, premièrement, il y a des préalables. Hein. Il y a des préalables majeurs. Ces préalables ont été rencontrés. Notamment la maîtrise et notamment, je venais de dire qu'ils ont pensé, premièrement, à la consolidation de l'indépendance de la Banque centrale pour cette conduite monétaire. Et la capacité de renforcement. Aujourd'hui, la Banque centrale joue le rôle de l'inspecteur. Vous avez vu au moment des procès de Caméré, le gouverneur a pris la parole et qu'il n'avait pas la maîtrise sur le mouvement des devises dans les banques commerciales. Parce que les transactions se font par les messages SWIFT. Et aujourd'hui, on nous amène dans ce que vivent tous les pays. Même quand vous arrivez ici à Nairobi, vous pouvez avoir les dollars, mais vous allez souffrir pour trouver les bureaux où vous allez changer cela. Alors, pourquoi cette mesure? Cette mesure nous amène à la maîtrise, à la stabilité monétaire, la première des choses. Mais pour y arriver, il faut aussi l'interdiction stricte de courir à l'avance des réserves de la Banque centrale pour couvrir les dépenses monétaires. Ça fait partie des disciplines financières. Sinon, nous allons droit vers la catastrophe. Alors, maintenant, il faut aussi dire que nous avons quand même aujourd'hui arrivé à faire quelque chose, c'est-à-dire que le paiement aujourd'hui dans tous les ministères, si vous voyez, ça se paye en francs congolais. Les salaires. Parce que ça se paye en francs congolais. Pour faire la conversion, parce que tout le monde a la possibilité d'avoir aujourd'hui des comptes. C'est-à-dire que dans une même banque, vous pouvez avoir un compte de devises et les francs congolais. Et c'est très simple que ça. Et que dans votre carte, vous pouvez donc lier que ces transactions, vous pouvez faire en sorte que vous demandez à votre banque, au lieu de vous transférer le devise, mais on vous transfère en monnaie nationale. Ce sont des choses mais la monnaie très simples. n'est pas stable, c'est ça les dangers. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, aujourd'hui, vous pouvez garder la monnaie. Vous avez 100 $. Vous avez 100 $, c'est 280 000. Là, vous mettez 280 000 francs comme 100 $. Mais revenez après 1 mois, 2 mois, ça sera 80 $. Là, vous touchez encore d'autres matières qu'on appelle la monnaie refuge. Et donc, c'est-à-dire que vous voulez nous dire que le franc congolais, ce n'est pas une monnaie refuge. Oui, mais pour arriver à une monnaie refuge, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a quand même des mécanismes. Donc, bref, c'est une très bonne mesure. C'est une très bonne mesure. Mais à court terme, non, mais si elle n'est pas bien accompagnée, chaque chose commence quelque part. Mais nous conseillons en disant que pour que ces mesures puissent donner les résultats escomptés, il y a quand même les recommandations qu'il faut formuler. 1. Il faut relancer la production de la production nationale. 2. Donc, sans entrer dans des détails. Oui, donc c'est-à-dire que non, il faut. Non, 2. Allons 2. Faut pas non, mais c'est. Non, il faut payer les dettes intérieures. 3. 3, il faut le pouvoir. Donc, il faut soutenir
l'artisanat, c'est-à-dire... Donc, papa. Il ne faut pas donc, vous allez... On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'économie nationale, on voit l'agro-industriel. On vous a compris. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un ministre de l'agriculture qui va servir comme une photo. Merci. Mais il doit travailler. Olivier Mais ce que je voulais tout simplement vous dire, donc pour terminer, parce que vous me demandez, vous m'avez pressé, quant aux autres, vous l'avez laissé les... Non, tout le monde n'a pas. J'ai entendu les gens ici parler. Vous savez, il ne faut pas commencer à venir faire des politiques spectacles pour se faire des publicités, alors que vous traînez des casseroles sales dans votre gestion. Alors, pour me calculer, les gens qui n'ont pas de notion de la balance de paiement, qui est un document comptable qui retrace les flux monétaires entre les pays et le reste du monde. Et on ne peut pas calculer, c'est sur base de ça qu'on calcule le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas par rapport, vous avez trouvé les dollars comme ça. Non, il faut d'abord connaître la balance qui est un document comptable qui retrace les flux. En tout cas, merci. Alors, et si on doit entrer dans ce domaine-là, vous allez voir que beaucoup de gens, donc, ils sont dans la politique spectacle, mais en réalité, ils disent rien. Olivier Sambaï, gouvernement souminois, c'était le mardi, non, le mercredi très tôt le matin, mercredi 29, hein. Après une longue attente, nous connaissons enfin cette équipe, mais maintenant c'est l'investiture. On ne comprend plus tantôt. C'est l'Assemblée, les présidents de l'Assemblée nationale qui entrent en scène pour, je ne sais pas moi, négocier cette investiture. Il était même prévu que la Première ministre rencontre les caucus des députés, toujours pour préparer, je ne sais pas, pour préparer cette investiture. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette démarche? Et quid alors de la représentativité nationale de cette équipe? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est la question que vous avez posée, c'est qu'il faut comprendre dans cette démarche que nous évoluons par essai et erreur. Essai et erreur. La première des choses, il faut d'abord revoir la composition même de ces gouvernements. Ça pose problème. Ça pose problème. Départ. Parce qu'on crée des ministères pour attribuer des postes aux personnes, pour chercher l'équilibre au sein de la famille politique. Et parfois, je me dis, il nous faut une très bonne interprétation de l'alinéa 3 de l'article 90 de la Constitution, qui parle de la représentativité au sein du gouvernement. National. Est-ce que la représentativité nationale signifierait représentativité d'au moins un membre de chaque province au sein du gouvernement? Au moins 26%. C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce que quand on parle de l'alinéa 3 de l'article 90, je pense qu'en 2011, nous n'avions que 11 provinces. Nous n'avions que 11 provinces en 2011. Ce n'est qu'en 2015 qu'on est passé de 11 à 25 où on a respecté la Constitution en ces moments-là. Alors, les problèmes de représentativité, c'est un problème à prendre vraiment très au sérieux, et puis je demanderai à ce qu'on évite la confusion. La représentativité nationale se trouve à l'Assemblée nationale, où nous avons la représentativité de toutes les tribus du Congo. Les 145 territoires sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Bien que jusque-là, ce n'est pas encore tous les 145. Non, exactement, on va compléter. Parce que la guerre, juste après la guerre, voilà. On attend ça. En 2019, c'était aussi pareil. Nous n'avions pas tous les 500 députés nationaux. La représentativité se trouve ainsi. C'est au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale a quel rôle? Le Parlement a pour rôle de contrôler les gouvernements. Donc vous comprendrez que la question des géopolitiques, c'est déjà réglé au niveau du Parlement, et le Parlement a le devoir de faire quoi? Non, mais il y a une disposition constitutionnelle qui dit clairement que dans la formation du gouvernement, on doit tenir compte de la représentativité nationale. C'est ce dont je parle. Ouais, mais pourquoi vous la renvoyez à l'Assemblée nationale? Je suis en train de dire ceci. Est-ce que représentativité signifie au moins un membre de chaque province du gouvernement? Point d'interrogation. Voilà. La représentativité, il faut au moins un membre par territoire. Il faut entendre la représentativité par aire géographique. Vous comprenez? Alors, sinon, pas aire linguistique. La représentativité nationale, sinon on risquerait de rentrer dans des tribus. On a combien de tribus? 450. Voilà, on aura 450 membres au sein du gouvernement.
La représentativité nationale veut dire quoi? Pourquoi ils vont limiter la représentativité nationale au nombre des provinces pour qu'on ait au moins un membre par province? Non, ce n'est pas ça la représentativité. Mais qu'est-ce que vous attendez par l'aire géographique? Représentativité nationale, il faut attendre par là aire géographique. Vous prenez les grands Kasaï. Vous comprenez? Vous prenez les grands Kivu. La partie swahiliphone. Vous avez la partie du pays, les grands Katanga. Vous avez les grands Katanga, la grande orientale. Vous avez la grande orientale, vous avez les grands Équateurs, les grands Bandundu, les grands Kasaï. Les grands Kasaï, et puis de l'autre côté, vous avez le Bas-Congo. Et ça suffit en ce moment-là qu'on ait au moins des membres au sein du gouvernement qui parlent Kikongo, qui parlent Swahili, qui parlent Chiluba, qui parlent Lingala. Et c'est tout. C'est ça la représentativité. Donc, aire géographique, c'est un peu aire linguistique. Exactement, aire linguistique, aire géographique, en ce moment-là. Et c'est ça la représentativité nationale. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle des Maniema, il est prévu qu'on puisse repêcher les Maniema par la création du ministère des Relations avec les parlements, qui était déjà supprimé, et que l'on puisse attribuer le Maniema. Vous avez déjà suivi des débats continus déjà, des peuples, des cadres, des dignitaires de la province du Maniema sont déjà en train de se monter au créneau. Ils sont en train de dire X ne peut pas être ministre, l'autre ne peut pas être ministre. Alors, j'ai évoqué ici le problème de la composition, même la contexture même du gouvernement. On arriverait à un poste ministériel qui poserait un problème d'ordre sémantique. Ministre délégué. Vous avez un ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui a un ministre délégué. Et qui a aussi un vice-ministre. Non. Et il a aussi un vice-ministre. Ministre délégué aux affaires étrangères. Du ministre des Affaires étrangères. Bon, je ne sais pas quelle sera la relation. Mais il a aussi un vice-ministre. Quelle sera la relation des affaires étrangères. Quelles seront les prérogatives? Vous avez un ministre délégué auprès du ministre, pas auprès du ministère, auprès du ministre de l'urbanisme et habitat, et aménagement du territoire et politique de la ville. Donc, le ministère doit être bicéphale. Politique de la ville. Mais il s'agit de quelle ville? Un ministre national qui s'occupe de la politique de la ville. Non, des villes. La ville, c'est Kinshasa, Kolwezi, Kananga, Matadi. Non, ça pose un problème sémantique. La ville, c'est en minuscule. Ce n'est pas majuscule pour qu'on puisse généraliser la ville comme vous êtes en train de dire. C'est la quantification à ce moment-là. Donc on parle de la ville. Ministre de quelle ville? Il est provincial ou il est national? Vous comprenez qu'on est en train de parler du ministère de l'éducation nationale. Alors l'éducation nationale signifierait enseignement primaire, enseignement universitaire, formation professionnelle. Mais vous avez le ministère de l'éducation nationale d'une part, et vous avez formation professionnelle qui est de l'autre côté, et puis le ministère de l'enseignement supérieur. Et vous avez des ministères qui devaient en principe être au sein d'une même composition. Par exemple, l'agriculture. Comment séparer l'agriculture des pêches et de l'élevage? Vous comprenez? Comment définir l'environnement, urbanisme et habitat, ainsi qu'aménagement du territoire? Vous comprenez que ce sont des ministères dont les concepts renferment presque la même idée. D'où le caractère éléphantesque du gouvernement. Et moi, j'ai été vraiment surpris lorsque nous attendions la publication de ce gouvernement, le directeur de la communication de la présidence de la République, qui nous a rassuré que voilà, la taille est vraiment réduite et vous allez le constater. Mais on constate qu'il y a seulement trois ministères. Deux seulement. Deux seulement. Oui, y compris. Donc on est passé de 56 à 54 seulement. Vous comprenez qu'en ce moment-là, il n'y a rien de réduction qui a été fait. En tout cas, la cure d'amaigrissement n'est pas... Et ce qui dérange aussi, c'est cette composition. Et aussi, aujourd'hui, vous terminez par là. On constate quoi? On constate aussi des frustrations au sein de l'Union sacrée. D'où des tractations autour de l'investiture. Pourquoi des tractations? Parce que les informations à notre possession, ce que les 3 noms demandés par la Première ministre, pour la plupart, ce ne sont pas des noms qui sont publiés. Qui ne seraient pas publiés. C'est pourquoi il y a des frustrations. Ils ne vont pas les présenter comme ça. C'est pourquoi il y a toutes ces tractations où ils ne veulent pas. Ce ne sont pas des chantages. C'est la raison pour laquelle, oui, exactement, il y a chantage. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le président de l'Assemblée nationale réunir les forces vives de l'Union sacrée pour essayer un peu de calmer les jeux, pour dire non, on ne peut pas bloquer la machine. Ça, c'est un sérieux problème. Simila Kanda, quid de la représentativité nationale de l'équipe souminoise, une exigence constitutionnelle. Hein? Et puis, comment expliquer
toutes ces rencontres, président de l'Assemblée nationale, caucus, regroupement, rien que pour investir ces gouvernements, alors que ça devait être en principe comme une lettre à la poste. Ça devait être en principe comme une lettre à la poste, mais l'IDPS au pouvoir se concentre à pouvoir distraire le peuple et à pouvoir banaliser le mot qui gangrène notre société, notamment présentement l'insécurité générale dans notre République, notamment aussi l'insécurité alimentaire, l'insécurité économique, l'insécurité sociale. Nous ne vivons que l'insécurité avec l'IDPS au pouvoir, mais dans l'entretemps, les gens prennent du temps comme si on avait toute la vie pour voir Félix Tshisekedi en train de se comporter en roi soleil, donc quelqu'un qui a le temps, qui a que le temps pour le temps. Donc c'est en fait une distraction de plus, et les gouvernements siminois, c'est en fait une honte qu'on puisse appeler cela gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement, c'est en fait une comédie, un théâtre de mauvais goût que les gens sont en train de livrer à notre peuple. Je me suis tellement inquiété d'une chose. Est-ce que Félix Tshisekedi, quand il pose des actes d'État en nommant un gouvernement, il tient compte de la réalité internationale ou de la réalité nationale? On arrive à comprendre tellement que Félix Tshisekedi ne prend rien en compte. Il ne prend qu'en compte que le fait, il agit pour agir. C'est clair, c'est sautosier. Vous allez constater par exemple le cas par exemple du monsieur qu'on a nommé ministre de la Justice, Constant Mutamba je pense. Qui est de l'opposition. Qui n'est pas de l'opposition, qui est quelqu'un de l'IDPS qui avait à un moment donné rejoint les FCC et qui est rentré à l'IDPS. Constant Mutamba, durant la campagne électorale, il a tenu des propos graves pour un citoyen et pour un acteur politique. Qu'a-t-il dit? Il dit: moi, de mon vivant, je vais tuer Kagame. Or, donc c'est très dangereux, c'est très grave. Et on se retrouve aujourd'hui, à travers le monde, si vous analysez, beaucoup de gens, les ministères de la justice, c'est parmi les ministères, comme par exemple le cas d'Israël, d'autres pays, qui fait des exécutions. Qui fait des exécutions de certaines supposés terroristes, de certaines personnes. On se retrouve avec une personne qui a promis de tuer un des chefs d'État d'un pays africain, membre de l'OIA. On se retrouve avec cet individu promis ministre de la Justice. Vous devenez maintenant l'avocat de Kagame? Non. Ouais. Le problème majeur maintenant, ça donne l'impression que je défends Kagame. Mais la RDC fait tout pour mettre Kagame en bonne posture. La RDC fait tout pour victimiser Kagame. Vous constaterez que Kagame pour le moment ne fait que pleurer. Et quand Kagame pleure, on voit les talibans en train de festoyer. Dire que Kagame pleure, comme Kagame pleure, c'est que Félix Tshisekedi est fort. Et les impérialistes s'arrangent. Les impérialistes s'arrangent clairement à pouvoir même envoyer la Pologne qui avait dit si la RDC attaque le Rwanda et négocier, supplier Félix, ça rend encore les gens de l'IDPS très contents, très heureux. Non, nous connaissons une certaine montée ou une certaine diplomatie malagissante qui donne des résultats malagissants, des mauvais résultats. Or, c'est en fait la République qui est en train d'être fragilisée. Aujourd'hui, avec Constant Mutamba, vu ses propos, c'est nous qui devenons les agresseurs, le criminel, le futur criminel du Rwanda, au lieu que nous puissions capitaliser le côté victime. Nous ne capitalisons pas notre côté victime avec Félix Tshisekedi. Au moindre escarmouche, j'attaque le Rwanda. Par après, il se retrouve avec un ministre qui veut assassiner Kagame, qui a promis d'assassiner Kagame. Alors, avec tout cela, on nous fragilise sécuritairement. Nous allons être vus comment à la face du monde? Comme un État criminel ou comme un État victime? Or, nous sommes un État victime du Rwanda. Et la diplomatie malagissante de Félix Tshisekedi et une mauvaise communication nous met dans une posture où nous donnons l'impression. Vous-même, vous savez que le 24 mars, si je ne me trompe pas, le 24 mars, oui, ils ont signé un accord avec le Rwanda où ils ont reconnu qu'au Congo, il y a des FDLR. Et aujourd'hui, notre armée
est en opposition avec les Ouazalendou. Et les Ouazalendou sont taxés d'être des éléments FDLR par le Rwanda et par les États-Unis. Donc, tout cela nous amène dans une situation qui est toute l'action de Félix Tshisekedi. À première vue, ça donne l'impression, je l'ai déjà dit ici il y a plusieurs années, à première vue, ça donne l'impression qu'il est contre le Rwanda, il combat le Rwanda. Mais vous ne dites rien, vous ne dites rien sur la représentativité de l'équipe nationale. À deuxième vue, c'est en fait une situation où nous sommes en train d'aller dans une fragilité. La représentativité nationale. Ouais. Qu'il faut. Je crois que M. Samba, il a clairement expliqué. Non, Samba, il s'agit de l'ère géographique. Samba a expliqué, mais aujourd'hui, ce qu'il a expliqué. Mais est-ce qu'on peut parler de l'ère géographique quand on parle de l'espace linguistique Muluba, c'est juste l'espace qui incarne un seul tribu. Lorsqu'on parle de l'espace Swahili, ça incarne plusieurs tribus. Est-ce qu'on doit parler de ça? Non, moi je pense qu'on dit représentativité nationale, c'est pour dire que on doit tenir, ça ne doit pas être des éléments de domination où on a l'impression que les gens de manière tribale veulent uniquement s'imposer, avoir tous les postes, avoir tout pour les tous. C'est l'impression que vous avez. Mais c'est l'impression qu'on a de la gouvernance. Il n'y a pas un équilibre. En fait, la gestion Tshisekedi nous donne cette impression. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il faut choisir à l'Assemblée nationale, premier vice-président, vous-même, vous savez, à un moment donné, durant 1+4, Kabila, on lui avait demandé, on avait dit, bon, vous allez avoir un de vice-président. Kabila n'était pas obligé de choisir un Katangé d'une province ou d'un Moulbakach comme lui. Kabila a été obligé de choisir un Congolais. Il avait choisi qui? Yorodia qui était en fait il y avait du Congo central. Du Congo central. Mais pourquoi Félix, lui, quand il s'agit de choisir... Mais je crois qu'à un moment, Kabila aussi avait choisi Mwando Simba. Mwando Simba est d'où? Mwando Simba, c'est un Moutagwa. Il est d'où? C'est un Moutagwa. Non, ne confondez pas. On parle de 450 tribus. Nous ne parlons pas de la province. Le Katanga contient plusieurs tribus. Merci. Donc, et lorsqu'on parle de l'IDPS, de par sa manière, sa préférence... Donc, le gouvernement, dans sa formation, viole ses principes. C'est en fait un seul tribu. Merci. Donc, c'est ça, en fait, la réalité. Merci donc, beaucoup. je pense que je termine par là pour dire ceci. Le problème avec Félix Tshisekedi, il a perdu la crédibilité, la confiance du peuple congolais. Et toutes les actions qu'il mène n'apaisent pas les esprits. Par contre, ça surchauffe. Et cette comédie qui est en train de se jouer au sein de l'Assemblée nationale ne montre que les préoccupations majeures qui touchent à la vie des Congolais et à la sécurité des Congolais ne les tiennent pas à Madame Lukunku, pourquoi cette sorte de remue-ménage autour de l'investiture du gouvernement souminois et quid alors de la représentativité nationale? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord mettre un peu les points sur les i par rapport aux utopies que j'ai entendues venant de Maître Gédéon, qui a traité nos propos d'idiotie, alors que lui-même n'a nommé personne. Il n'a pas su nous rencontrer par rapport à ce que nous avions dit, mais il a fini par acquiescer ou bien donner des idées par rapport à tout ce qui avait été dit ici. Vous avez fait des études en économie. Si vous aviez réellement en droit économique, s'il avait vraiment fait ces études-là, je ne pense pas qu'il aurait soutenu ces solutions cosmétiques du gouvernement. Parce que vous allez vous rappeler que la banque avait déjà injecté de l'argent sur le marché pour pouvoir réguler le taux d'inflation. Et ça avait fait combien de jours? Ça n'a fait que 3 jours. Et après, ça avait encore repris l'ascenseur. Alors, vous n'allez pas nous dire ici que cet essai-erreur ou bien la dédollarisation va permettre à ce que l'on puisse réguler l'économie de notre pays. Et en tant qu'économiste, vous avez vraiment péché contre la faculté que vous avez fait. Très bien. Donc c'est ça. Je ne préfère pas vraiment qu'à la télé que vous repassiez pour dire des choses pareilles, mais heureusement que vous êtes rattrapé à la fin. Vous nous avez rencontrés pour dire que pour qu'il y ait la solution par rapport au taux d'inflation, il faudrait produire. Ouais. Très bien. Et c'est ça. Il a sauvé la mise à la fin.
À la fin, oui, à la fin. Contradiction totale. Il s'est contredit, au fait. Représentativité. Alors, par rapport à la représentativité au sein du 450 plus au sein du gouvernement. D'abord, vous savez, Envol s'est toujours battu contre ces histoires. Nous nous sommes battus contre cette façon de choses de pouvoir avaler l'argent des deniers publics. Parce que lorsque nous avons voulu qu'il y ait réduction de la taille du gouvernement, c'était justement par rapport à ça. Voilà pourquoi nous disons que lorsque M. Félix Tshisekedi passe à la télé, il faudrait qu'il tourne sa langue 7 fois pour dire des choses sensées. Il dit qu'il ne va plus refaire les mêmes erreurs. Les erreurs qu'il avait faites par le passé, pendant son premier mandat, il y avait un gouvernement kilométrique, budgétivore, éléphantesque. Il avait dit qu'il ne va plus refaire les mêmes erreurs, mais nous voyons qu'il l'a encore refait. Nous avons parlé du rajeunissement de la classe politique. Mais nous avons vu qu'il y a eu encore Jean-Pierre Bemba qui est revenu, alors qu'il n'a rien fait à la défense. Nous avons vu qu'il y a Jean-Lucien Boussa qui est revenu, alors qu'il n'a rien fait. Nous avons vu, s'il vous plaît, nous avons vu aussi qu'il y a eu des étrangères belges qui ont été accueillis dans le gouvernement. Alors ici, si on parle de la géopolitique, si on parle de la représentativité, moi je pense qu'il n'est pas question de ça. Moi je vais avoir une vue globale par rapport à cette histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a ces mercenaires, parce que moi je ne les appelle pas des députés nationaux, ce sont des mercenaires qui sont à l'Assemblée nationale. Des respect à l'endroit de nos élus, madame. J'assume mes propos. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Parce que ces gens-là savent comment ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'ils disent que nous avons mouillé les maillots et nous ne nous sommes pas retrouvés, c'est parce qu'ils savent au fait qu'ils étaient auteurs du simulacre des élections qui s'étaient passées. Ils savent comment ils ont fait pour tricher, pour mettre M. Félix Tshisekedi où il est. Voilà pourquoi ils sont en train de se défendre bec et ongle et ils veulent à tout prix avoir leur récompense. Et là, il ne s'agit pas comment je peux dire, de l'intérêt de la population, mais il s'agit là du partage de gâteaux. Et puisqu'il y a inégalité par rapport à ce partage-là, alors qu'ils avaient parlé de la réduction de la taille du gouvernement, et qu'il était obligé d'ajouter, parce que là, vous savez qu'on peut encore ajouter un autre ministère qui n'a jamais existé, ministère en relation avec le Parlement. Non, ça ne sera pas la parce première fois. Parce que là, laissez-moi finir. Pourquoi ils avaient supprimé ce ministère? C'est parce qu'ils avaient vu que c'était un ministère qui était inutile. Et pourquoi ils veulent le reprendre? Parce qu'ils savent que maintenant, là, qu'il y a des contestations à l'Assemblée nationale et que ces gens-là veulent à tout prix avoir leur part du gâteau, il faudrait quelqu'un pour chercher à gérer les émotions. D'où des tractations. Mais c'est ça le problème. Mais est-ce que la population se retrouve? Où est la part de la population? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont été votés par la population. Où est la part de la population? J'ai même lu un tweet de monsieur, comment il s'appelle encore, j'ai oublié encore le nom, ça va revenir, qui dit que non, il y a tel Steve Mbeki, qui dit qu'il y a d'autres représentations où des partis politiques n'ont pas été représentés, et patati et patata. Et non, parce il y a une sous-représentation. Ils ne se sont pas retrouvés. Et ce qu'ils ont toujours oublié, c'est que M. Félix Tshisekedi, au fait, n'a jamais été quelqu'un de loyal. Très bien. Merci, madame. Nous avons quitté 2021. Il est venu nous supplier en 2018 pour pouvoir travailler avec lui. Il nous avait promis qu'il va s'occuper de la vie sociale de la population. La signification, au fait, de l'UDPS, c'est quoi? C'est l'Union des démocrates pour le progrès social. Ouais. Il avait dit qu'il va défendre la population. Il avait dit qu'il ne va jamais aller à l'encontre de l'intérêt général des Congolais. Nous avons accepté, nous n'avons jamais mâché les mots pour dire que nous avons accepté de soutenir Félix Tshisekedi en 2018. Mais à un moment donné, il s'est détourné de la population. Il a dit qu'il devait gérer d'abord son ventre, il devait gérer le ventre de ses amis belges. Et
la population, après, voilà pourquoi nous avions claqué la porte. Nous avons claqué la porte en 2021. Et on s'est jeté sur nous pour nous dire que nous avons laissé M. Félix Tshisekedi. Et nous leur avions dit, tous ceux-là qui nous avaient insultés, on leur avait dit, vous allez travailler avec eux, avec cette personne-là, vous allez voir que c'est pas quelqu'un de loyal. Et aujourd'hui, qu'ils arrêtent de pleurer. Qu'ils arrêtent de pleurer parce qu'ils doivent savoir que cette personne n'a jamais été loyale et c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est quoi toutes ces tractations autour de l'investiture du gouvernement qu'on peut facilement assimiler au chantage? Qu'est dire alors de la représentativité nationale de cette équipe? Je vais répondre à votre question. Je me suis rendu compte qu'en dehors de mon ami Sambay, personne n'a essayé de vous donner n'a essayé de donner la réponse. En parlant de la représentativité. Oui. Non, ils ont répondu à leur manière, non? Oui, bon. Merci, Joe. Ouais. C'est pour ça que je dis, on peut pas répondre. d'après vous, je pense que vous avez fait un effort pour comprendre qu'est-ce que Kand était en train de dire. Hein. Vous avez fait un exercice, vous avez même transpiré alors que nous sommes dans des conditionnements. En tout cas, je suis frais. Moi, je suis frais. Alors, on a vu. On ne s'adresse pas à lui, bon, quand même. En tout cas, moi, je considère tellement superfétatoire, fraudatoire. Et je pense même qu'il faut avoir les notions des syllogismes pour bien communiquer. Mais Kanda ne connaît même pas que lorsqu'on parle de peuple Luba, qu'il y a plusieurs provinces, c'est très grave. Ça, c'est vrai, hein? C'est très grave. Il réduit le peuple Luba au niveau des tribus. Des Kassai. Mais il dit, et où vous voyez la haine que les gens ont formée. Vous savez, nous n'avons pas une opposition en fait. Hein. Plusieurs provinces, quelles provinces? C'est pas... Les Katanga. Au Katanga, il y a Non, c'est pas les mêmes Luba. C'est pas les mêmes Luba. Les Luba du Katanga. Mais je pensais que vous êtes quand même éduqué, monsieur. Quand on dit même peuple, on dit même culture. Les Luba du Katanga et les Luba du Kassai, c'est pas le même peuple. S'il vous plaît. Ne mélangez pas quand même. Monsieur Kanda. Ne mélangez pas. Vous aurez encore la parole. Ne mélangez pour pas. conclure. C'est M. Kolela qui a la parole. Je pense que vous allez me sécuriser. Tout à fait. Je dis, le monsieur doit avoir la notion des syllogismes pour bien communiquer. Il a un problème sérieux. Parce que lui ne sait pas qu'il y a une province de l'Omami qui est sur l'espace Kassai. Il ne connaît pas ça. Il ne sait pas qu'il y a une province qui s'appelle Kassai. Qu'il y a Kassai central, il y a Kassai oriental, il y a Sankuru. Lui ne connaît pas ça. Donc il vient ici nous parler, ce peuple katangais, il y a plusieurs tribus, mais quand on va à Maniema, ça dit il y a combien de tribus? Lorsqu'on parle de 450 tribus, ça se trouve au Katanga. Vous avez des problèmes sérieux. Et puis, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, ces gens qui vous appelez l'opposition, je comprends, ce n'est pas l'infirmité des langages. Mais sur le plan d'idéologie, ils sont nuls. Parce que l'opposition n'est pas une idéologie. L'opposition, c'est une ligne politique. Et après les élections, finit l'opposition. Et on s'oppose contre quoi? Quand vous lisez la loi qui organise le statut de l'opposition, est opposant tout celui qui ne fait pas partie de la gestion de la chose publique. 2. Est opposant, c'est tout celui qui critique et qui propose. On ne s'oppose pas contre un président de la République. Moins encore contre les individus qu'il cite ici. C'est écrit où? Mais c'est les statuts qu'organise l'opposition. L'article 3. Lisez. Vous n'êtes pas des opposants. Votre vie, monsieur. Vous n'êtes pas des opposants, vous ne lisez pas. Toutes les activités s'exercent à la limite des règles de loi. Il faut commencer par lire la loi. Vous vous opposez contre Tshisekedi, alors qu'on s'oppose contre les idéologies, contre les programmes du gouvernement. Alors que Soumina n'a pas encore publié sous l'impulsion du chef de l'État. Quoi? Je pensais que c'est mon temps. Pourquoi vous vous agitez? Madame, moi, je ne m'agite pas, je suis très calme. Vous avez dit des balivernes ici, j'étais calme. Vous l'avez fait plus que moi. Oh, voilà. Ne vous inquiétez pas. Madame, n'aboyez pas aveuglément le vieux slogan du passé juste parce que ils firent l'actualité. Lorsque vous parlez de partage des gâteaux, donc effectivement, ce terme a fait l'actualité, mais on parlait de qui? On parlait de vos leaders là,
qui étaient considérés comme des vautours qui ont profité des cadavres innocents des Congolais. Ils ont considéré le Congo comme le butin de la guerre. Nous avons eu, avec 1+4, des députés nommés, parce que vous avez fait la guerre, voilà, vous devenez député. Vous voulez que nous puissions aller dans ça et vous venez avec ça, partage des gâteaux. Laissez ça, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Union sacrée, c'est le bruit des ménages. Ça se fait partout. Et vous n'avez pas entendu le bruit des ménages au niveau de la France? Mais pendant ces temps, le peuple attend. Non, j'ai dit. Quand vous faites les bruits des ménages, non. Ce bruit de ménage n'empêchera pas l'investiture du gouvernement. À quel prix? Non, ce n'est pas à quel prix, parce que vous confondez beaucoup de choses, John. Écoute, les élections étaient organisées à quel moment? Au mois de décembre. Le président a prêté serment au mois de janvier. Et qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la Constitution dit? Le gouvernement est investi à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, qui est fixée le 15 mars. De quoi les gens parlent? Et cette session s'achève dans une semaine. Oui, s'achève, mais c'est ça. Donc la matière qui est inscrite, c'est-à-dire que c'est pendant la session ordinaire. Nous sommes dans la Constitution. Nous sommes dans les délais. Nous sommes dans les délais. C'est ce que la Constitution prévoit. Représentativité. Alors, maintenant, on vous parle d'abord de cette histoire de représentativité. Est-elle provinciale? D'abord, il y a un problème sérieux. Donc, je comprends parce que les Congolais souffrent de problèmes de développement de la mentalité. C'est pour ça que quand même Étienne Tshisekedi a commencé son combat, il disait changement de mentalité. Pourquoi? Parce que vous comprenez qu'ici, les gens, non seulement n'ont pas développé la mentalité, mais ils n'ont pas aussi développé donc, le moral de la société. Comment expliquer? Lorsqu'on parle, il a essayé d'évoquer l'article 90 dans alinéa 3, qui dit très clairement de la représentativité nationale. Aire géographique. Pas géopolitique. Parce que géopolitique est combattu par la Constitution. Écoute ce que la Constitution dit. Bon, donnez du contenu à ces concepts représentativité. Mais quand je vous parle des choses, c'est ça le débat. Donc on ne parle pas ici des tribus. Donc ce qu'on parle de la représentativité, c'est comme nous avons vu l'équipe nationale qui n'était pas content lorsque M. Mayele a marqué le but. C'était une joie nationale. C'est une joie nationale. Tout le monde s'est retrouvé. Mais on a sélectionné les meilleurs d'entre nous. Ils peuvent même être tous les Bakongo. Mais s'ils sont meilleurs entre nous, donc ici... Non, mais un instant. Les meilleurs là... Non, je suis en train d'arriver. Laissez-moi vous donner le matière. Quand vous parlez des meilleurs, donc les meilleurs là ne se recrutent que dans un coin de la République. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous dis, aujourd'hui, lisons. Vous pouvez dire, ils peuvent tous être des Bakongo. Non, j'ai dit... Donc il y a que cette partie qui regorge les meilleurs. C'est-à-dire, un patriote, c'est celui qui a d'abord l'esprit de solidarité. Alors terminez. Mais voilà, ça vous permet de conclure. Mais écoutez, lorsqu'on parle dans les préambules, on dit, nous, peuple congolais, unis par les destins, par l'histoire, autour des nobles idéaux. Donc on parle d'idéologie, on parle de forces sociales qui doivent se réunir. Parce que, qu'est-ce que nous allons faire? Pour combattre les tribalismes, les régionalismes, les néopotismes. Donc, lorsqu'on combat les régionalismes, et vous voyez les gens qui viennent, nous les Maniema, quand bien même qu'à Maniema, écoutez même toujours le problème de Maniema. Vous savez qu'il y a déjà un ministre de Maniema, la dame Nathalie, qui est de A24. Mais parce qu'elle est née à Kipushi, grandi à Kipushi, elle a fait ses affaires au Katanga. Alors il y a des gens qui disent, nous ne les connaissons pas. Son père, il a quitté ici, ça fait longtemps. Son grand-père, même le père est né là-bas parce qu'il ne rencontre pas. Elle n'est pas liée à la province. Mais écoutez, si les gens pensent de cela, voilà le problème de mentalité. Olivier Sambaï, on doit atterrir en Vous me laissez même pas le temps. Je vous donne 60 secondes. Ça vous permet juste de placer le mot de la fin parce que on doit atterrir en beauté. Merci beaucoup, on doit atterrir en beauté. Je viens de lire un communiqué publié aujourd'hui par la Banque centrale du Congo qui précise que
les paramétrages à monnaie nationale ne va concerner que les TPE et pas non les DAB. les ATEM. Pas les DAB. Alors, ça c'est une bonne nouvelle, c'est la gouverneur qui a précisé. C'est les paiements qui c'est comptent. seulement les TPE. C'est là, à mon avis, ça ne pose aucun problème. Mais il faudrait qu'on nous donne la possibilité. Non, même les DAB, ça viendra. Les DAB, ils savent que c'est très dangereux. C'est pourquoi ils ont clarifié. Parce que même s'il faut que ça soit paramétré comme ça, il faut que ça se passe comme on voit ailleurs. Quand on voyage partout, on voyage avec nos cartes Visa en dollars, vous avez leur monnaie locale, on vous demande, on fait en dirham ou en francs, en euros ou en dollars. Voilà, tout ça, ça se passe comme ça. Il faudra que ça soit réfléchi aussi de cette façon-là. Parce qu'on a parlé seulement de la représentativité nationale. Malheureusement, Maître Kolela n'a pas répondu à la question sur la représentativité nationale. Il a recouru au préambule de la Constitution plutôt que de rester sur l'article qui évoque la représentativité. L'alinéa 3 dit ceci. Mais la Constitution, la composition du gouvernement tient compte... Article 90 tient compte de la représentativité nationale. C'est ça que ça dit. Vous comprenez? Alors, il faut que nous soyons très, très souples. Parce que si nous gérons, ceux qui gèrent, ceux qui sont au pouvoir, s'ils ne tiennent pas compte de certaines sensibilités, nous risquerons de perdre ces pays. Très bien. Non, je vous remercie. Hein. J'aime beaucoup mon frère Kolela. C'est vraiment quelqu'un, des fois, on partage des bons moments ensemble. Mais ce qui nous oppose, c'est seulement qu'il est dans une famille politique qui détruit le Congo. Vous êtes un peu tout congolais. Mais ce qu'il faut dire, hein, sincèrement, mais ce qu'il faut dire ceci. Normalement, en sociologie, quand on parle de... Parce que tous les peuples du monde ont une même origine. Tous les peuples du monde proviennent de la même endroit. Et il y avait la langue universelle qui a en fait naître toutes les autres langues. Et vous verrez, dans toutes les langues, il y a un peu de similitude. Il y a un peu de similitude de linguistique. Mais maintenant, lorsqu'on dit maintenant, parce que le Congo en soi a 450 tribus, mais le Congo n'a pas 450 langues. Le Congo a au moins 250 langues. Pour dire qu'il y a des tribus qui partagent en fait la même langue. Donc, ils ont une langue en commun. Maintenant, pour dire ceci, c'est une manière de dire, une façon de dire. Quand on dit même peuple, ça ne veut pas dire même origine, mais quand on dit même peuple, ça veut dire même culture. Donc cela veut dire, vous avez les us et coutumes, idem. Mais maintenant, il est très difficile que les gens les gens puissent partager, en fait, qui peuvent partager la même langue, mais ils ne peuvent pas partager, en fait, la même culture, parce que c'est en fait là on parle de deux peuples. Mais la langue fait partie des cultures. Hein? Non, la langue. La religion. Non, la langue ne permet pas de déterminer que vous êtes. Vous parlez c'est en fait les usages, la pratique. On ne peut pas dire que le peuple belge qui partage le français et le peuple français qui partage le français, c'est en fait le même peuple. Ça c'est mentir. Ils n'ont pas la même culture. Là, on ne parle pas de même peuple. Fait partie des cultures. Bon, alors, je terminerai en disant ceci. Le problème majeur que nous sommes confrontés maintenant, c'est la gouvernance Tshisekedi. Tshisekedi a amené en fait une gouvernance qui met en accent une préférence tribale. Et c'est cette préférence tribale qui fragilise. Et nous avons besoin de retrouver la cohésion nationale. Nous avons besoin de l'unité nationale pour faire face à l'agression. Madame Lukunku. Moi, je veux aller avec une réflexion simple pour démontrer que M. Félix Tshisekedi n'a jamais été loyal dans ce qu'il fait. Parce que lorsque nous avons un regroupement de 450... vous avez 450 regroupements dans votre mosaïque de l'Union Sacrée. 450. C'est ça. 450, corrigez-moi si je fais erreur. Partis politiques. Vous avez 400 partis politiques. Alors, s'il vous plaît, selon la répartition qui doit être faite, quand vous avez 10 députés a droit à un ministère. Et quand vous faites 400 divisé par 10, vous avez 40 ministères. Il va vous rester 15 ministères qui peut aller par rapport à la conviction du chef de l'État. Mais ce n'est pas chaque regroupement qui a 10 députés. Hein. Il y en a qui ont en dessous des 10 députés. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours un surplus.
de sièges au ministère que le président devra donner à qui il veut. Mais pourquoi est-ce que d'autres ne se sont pas retrouvés? C'est parce que justement, il y a eu mauvaise foi par rapport à la répartition de ces sièges-là. Mais tout ce que moi je dirais, en conclusion, dans 30 secondes je voudrais finir, je voudrais vous interpeller, vous qui dirigez, que, comme on dit en lingala, Kebitumba Banzoko, Matitinde Yoka Apasi, sachez que ce que vous faites là, il faudrait que dans tout ce que vous faites, la population puisse se retrouver. Posez-vous la question de savoir, avec le guéguerre que nous sommes en train de mener, qu'est-ce que la population a comme bénéfice par rapport à ça? Merci madame, belle question. Belle question. Très bien. Je vais commencer par dissiper les malentendus. Madame, je ne l'avais pas rencontrée. Je n'ai pas dit que je suis économiste, non. Je fais le droit économique, le droit des affaires. Les droits des marchés publics, dans les marchés publics, dans les marchés financiers. C'est différent avec un économiste, sinon, vous pouvez, ces gens ici qui enseignent, ils sont trop jaloux de leur discipline. Donc voilà. Mais je maîtrise au moins les cours de finances publiques. Ah bon, hein? Donc, ah bon. Ouais. On doute. Alors, le problème, c'est que j'avais posé des jalons. On commence par introduire et après conclure. C'est ce que j'ai fait comme exercice. C'est pourquoi vous avez dit que je vous ai rencontré. Maintenant, le problème d'être loyal ou pas, madame, vous voulez vous gérer dans notre famille. Dans notre famille, là, c'est ce dont vous parlez, il a beaucoup concédé. Parce que, comme il vous dit, il y a des plateformes qui n'arrivent même pas à avoir 5 députés, mais ils ont eu un ministre, ils ont eu des vice-ministres. Donc, en conclusion, M. John, je dirais ceci. Nous avons tous l'intérêt d'échanger collectivement si nous voulons collectivement vivre les changements dans ce pays. Parce que le même peuple qui souffre là, c'est au sein de ce peuple-là qui sortira les dirigeants de demain. Ici, quand nous venons, nous parlons Congo. Merci de cet atterrissage en douceur, messieurs Gédéon Kolela, messieurs Olivier Sambaï, merci. Madame Lukunko, merci beaucoup, c'était un plaisir. Messieurs Kanda, merci beaucoup. Rediffusion, c'est samedi, à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir. Fier de vous, madame.